J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur le général d'armée David Galtier, vice-président délégué au sport et aux Jeux olympiques pour la métropole Aix-Marseille-Provence, et Monsieur Bernard Klenhoff, président de Rising Sud et de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité, cyber, sécurité pour la région Sud. Mon général, président, je vous laisse la parole. C'est bien. Parfait. Est-ce que nous sommes entendus? Oui, tout va bien? Y compris à l'extérieur, non? On va les ramonter un peu. Quand j'étais gendarme, on faisait des vagues de refoulement. Là, il faudrait faire des vagues d'accueil. Merci à tous. Selon la formule traditionnelle, en vos grades et qualités, mon ami. Cher Président, bonjour. Nous sommes voisins à la région. J'ai la chance d'avoir quelques casquettes comme ça à la région, à la ville naturellement, où je suis élu également. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'être invité et d'intervenir ce matin, en qualité de vice-président à la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué au sport et aux grands événements. Donc, grands événements, s'il en est, les JO et l'arrivée de la flamme olympique. Alors, me direz-vous, pourquoi ce sujet? Bon, d'abord parce que Christophe Clarinard l'a choisi et m'a demandé d'intervenir en ce sens. Mais pour aussi vous dire quelle a été l'action des collectivités, notamment, bien sûr, de la métropole aujourd'hui. Je laisserai au président le soin peut-être de développer davantage sur la région. Mais vous remettre un peu dans le bain de cette cérémonie de la flamme olympique. C'est quand même quelque chose. Et pour tous les responsables en matière de sécurité notamment, c'est un chantier absolument incroyable. Le 16 avril, tout va commencer avec la cérémonie d'allumage de la flamme olympique dans la pure tradition. Vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, je vous le rappelle. C'est le reflet des rayons du soleil qui vont à Olympie allumer cette flamme. Et il va s'en suivre un parcours de cette flamme olympique en Grèce durant 10 jours. La destination, si vous avez bien suivi, 16 avril, donc 26 avril, Athènes. C'est lors de cette cérémonie de cérémonie officielle que la Grèce remettra à la France ce fameux feu sacré des Jeux pour initier un relais et une nouvelle et mémorable édition des Jeux 2024. J'aurai l'honneur, avec mon collègue Didier Réau, vice-président également à la métropole, de représenter la métropole auprès des autorités nationales et internationales au sein de la délégation française. Il y aura à nos côtés, pour le département, Mesdames Pustorino et Madame Garino. Et je n'ai pas encore eu les noms de la région, Président, mais vous pouvez le donner. Les collectivités, naturellement, seront représentées, comme la ville de Marseille et la région Sud. Et nous le ferons aux côtés donc, des collectivités, avec un souci véritablement d'union pour présenter un visage uni de nos collectivités. Et je remercie naturellement à la présidente Martine Vassal, présidente de la métropole et du département. Je la remercie pour cet honneur qui nous est fait et ce privilège de vivre cette aventure de messager des Jeux en étendard métropolitain. La flamme embarquera donc au Pirée le 27 avril pour 12 jours de mer et de navigation à bord du fameux Belém qui rejoindra ensuite la cité phocéenne. Voilà. Cette flamme, c'est bien chez nous à Marseille qu'elle arrivera, en Provence. Elle reviendra en France donc un siècle après les derniers Jeux olympiques de Paris 1924. Et donc nous allons vivre
un événement historique, ce 8 mai à Marseille, une aventure exceptionnelle qui va marquer évidemment pour longtemps l'histoire de notre territoire. Nous le serons, je le dis avec une grande fierté présent et naturellement très actifs dans la réussite de cet accueil de la flamme le 8 mai et également pour son parcours dans Marseille le 9, mais aussi sur l'ensemble du département le 12 mai prochain. Cette flamme poursuivra son chemin en France dans plus de 68 destinations avec comme point d'arrivée ultime, naturellement, le 26 juillet, Paris, pour la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux. Et il appartient à nos équipes, des collectivités, de relever ces défis pour offrir le plus beau des spectacles aux habitants, aux visiteurs venus du monde entier, à tous les observateurs, les téléspectateurs qui auront le soir du 8 mai prochain les yeux braqués sur nous, Marseille, la Provence, notre région sud. Alors, direz-vous, mais c'est très bien, vous avez fait quoi pour que cette réussite soit exceptionnelle? Eh bien, nous avons d'abord travaillé en amont, naturellement, pour préparer les épreuves. C'est ce qu'il fallait, être au rendez-vous des épreuves, vous le savez ici, de voile et quelques matchs de foot en région. Pour cela, il a fallu réaliser des équipements et des investissements lourds sur le Prado avec la Marina, où toutes les collectivités ont participé. Et par exemple, au Frioul, sur les îles du Frioul, il y a une nouvelle base aménagée pour les équipes de voile qui se préparent déjà depuis plus d'1 an. Et je suis allé voir l'entraînement des Italiens, des Tchèques, des Néo-Zélandais. Je peux vous dire qu'ils sont très, très affûtés. Et tout a été fait désormais pour avoir une nouvelle base. Et donc, c'est un aménagement qui sera pérenne pour le futur donc, des utilisateurs du Frioul. Au-delà de la préparation de ces épreuves et de ces aménagements, de ces équipements, c'est la mission de la métropole, nous allons participer à la sécurisation des Jeux, et notamment dès le 8 mai, avec cette arrivée de la flamme, la sécurisation du Vieux-Port pour répondre aux normes de sûreté posées naturellement par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Le nouveau préfet vient d'arriver, il a succédé à Madame Frédéric Camilleri et il s'est tout de suite mis dans le bain et est venu parler avec nous de ce qui sera fait. Nos équipes de la voirie, pour vous donner une idée, vont installer entre le 7 et le 9 mai plus de 3 km de barrières pour sécuriser, participer à la sécurisation des sites autour du Vieux-Port. Et nous allons engager tous les jours, pendant plus d'une semaine, près de 100 collaborateurs qui vont poser, surveiller, aménager tout le matériel de protection de voirie. Ça, c'est une mission. Mais nos agents du port également vont installer, c'est de la compétence métropolitaine, dans le Vieux-Port, 12 corps morts de 10 tonnes chacun, afin que le Belém, ce vaisseau amiral, ce 3-mâts magnifique, puisse être amarré au bout d'une piste qui fera près de 100 mètres de long depuis le quai de la Fraternité des Belges, piste sur laquelle le porteur de la flamme pourra mettre enfin pied à terre. C'est un grand chantier. Alors là, ce sont nos collègues de la préfecture maritime, ce sont bien sûr les marins qui nous amèneront le Belém jusqu'au bout et qui vont faire en sorte que toute la sécurité depuis la mer jusqu'au quai se passe bien. Quel sera l'adversaire principal? Le vent. Et en fonction naturellement du nombre de nœuds et de la façon dont le vent soufflera sur la rade de Marseille, il faudrait envisager, et sont envisagées d'ailleurs, plusieurs autres hypothèses pour permettre à la flamme de débarquer au Vieux-Port. Alors, sur la métropole, il y a également le cycle de l'eau. Alors, nous avons des fonctionnaires métropolitains qui vont travailler à la sécurisation de tous les réseaux souterrains et notamment les écoulements d'eau.
pour permettre également que nous ne soyons pas surpris par ce qui pourrait se passer sous nos pieds. Enfin, la RTM, la réseau des transports, ne sera pas en reste avec métro, bus, qui réclament évidemment une sécurité accrue. Voilà pour, très sommairement, Christophe, l'ensemble des missions de la métropole et de ce qui sera fait en matière de sécurité, de propreté, de port, de mobilité, du cycle de l'eau, d'aménagement. Et la métropole mettra en œuvre tous ses moyens pour cet événement mondial. Et notre but, naturellement, est de faire en sorte que tout se déroule sans accroc et que notre public vive le meilleur des jeux et participe à ce moment inoubliable. Ce que je retiens au final, et c'est important, en conclusion, au plaisir de l'honneur d'accueillir de tels événements, je pense en particulier à tous les challenges qui ont déjà eu lieu, c'est-à-dire la Coupe du monde de rugby, mais encore la visite du pape. C'était là aussi plus de, je crois, 5 siècles qu'un pape n'était pas venu à Marseille. C'est surtout l'acquisition de savoir-faire, de compétences qui vont nous permettre, dans le futur, d'attirer encore de grands événements sur notre territoire. Et je pense notamment à la proposition et à ce qui se passe aujourd'hui du président Muselier sur les JO 2030 pour nos JO d'hiver, cette fois-ci, où la France, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, aura le plaisir et l'honneur d'accueillir aussi les JO. Vous voyez que notre région et notre territoire est capable d'accueillir de tels événements parce que nous avons su démontrer notre savoir-faire et mettre en œuvre la totalité des compétences de nos collectivités. Humblement, pour ce qui concerne la métropole, qui peut être fière de son engagement, mais nous avons, avec humilité, accepté la devise de Pierre de Coubertin, qui est l'important est de participer. Alors nous participons, naturellement. Je vois d'ici quelques visages qui me diront « mais combien ça coûte ?» Alors vous le saurez dans le détail au prochain conseil métropolitain puisque ce sera voté. En attendant, bien sûr, ce sont des... ça peut se chiffrer naturellement avec quelques millions d'euros. Mais il faut retenir, c'est surtout un investissement pour le futur avec ce qui sera durable. Et ça, c'est important. Alors, même avec humilité, nous avons fait nôtre également la devise des JO, Situs, Altius, Fortius. Oui, nous avons l'intention d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut. Je vous remercie. Merci David. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce que fait la région et Rising Sud, de ce que nous faisons ensemble. Rising Sud étant notre agence d'attractivité et de développement économique régional, sur des sujets tels que la cybersécurité. Et puis après, je vous donnerai quelques exemples de ce qui se passe. La région Sud a 3 compétences majeures que vous connaissez, qui sont les TER, les lycées et le développement économique. Avec une particularité pour le développement économique, c'est ce qui nous permet de faire tout le reste. Quand on a la chance dans une région comme la nôtre d'avoir un président de région qui est lui-même chef d'entreprise, puisque le président Muselier est toujours à la tête de son entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler sur ce développement économique. Et donc sur les sujets cyber, qui sont des sujets qui impactent l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient entreprises, acteurs économiques ou pas, nos petites intercommunalités, les grandes intercommunalités, la ville de Marseille, qui a été attaquée, si vous vous en souvenez, 2 jours avant les dernières élections municipales, les hôpitaux, le département des Alpes-Maritimes. Donc ce sujet de cybersécurité est un sujet à la région qui nous occupe grandement. Et on a une feuille de route cyber depuis 2020 qu'on a revotée et améliorée en juin 2022. Alors cette feuille de route et cette mission cyber pour la région, elle se décompose en 3 éléments. La première, c'était notre adhésion au Cybercampus national en tant que personne non associée. La seconde, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle le CCIRT, qui est en fait l'urgence cyber, qui est le lien que vous pouvez contacter lorsque vous êtes victime d'une attaque cyber. Et le troisième élément, qui est encore en cours de finalisation, c'est notre campus cyber régional,
que le campus national nous a labellisé et qui va se décomposer en plusieurs morceaux, si je peux dire. Nous aurons une plateforme d'échange qui sera un outil assez extraordinaire qui couvrira l'ensemble de la région, bien entendu, pour pouvoir échanger, avoir de l'information, y compris trouver des formations et travailler collectivement sur des sujets multiples liés aux cyberattaques. Et puis des lieux totems qui seront labellisés campus cyber régional. Alors aujourd'hui, il y en a un qui est en préparation à Marseille pour je dirais, une grande partie des Bouches-du-Rhône, entre autres. Il y a une candidature de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, dans laquelle on va retrouver notre centre 3IA et des acteurs qui sont tout à fait légitimes à travailler et à proposer des solutions sur ce sujet. Et puis on attend 2 autres candidatures, une qui sera autour de la métropole toulonnaise, en vous rappelant au passage que nous avons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur le premier port militaire européen. Donc ce sont des sujets sur lesquels effectivement on a à la fois des compétences et des besoins. Et puis une 4e candidature qui devrait être portée par l'école de l'air et de l'espace à Salon de Provence, de façon à avoir d'une part une couverture géographique de quasiment l'ensemble du territoire régional, et puis d'autre part des spécificités très particulières qui permettront, entre autres dans ces différents lieux, de pouvoir échanger les uns avec les autres, de façon à ce que ce territoire soit un territoire reconnu dans ses compétences cyber. Alors, pourquoi tout cela? Pour 2 raisons. La première raison, c'est d'accompagner la protection et de proposer des solutions de protection, même si on sait qu'on n'arrivera jamais à 100%, à la fois aux PME et TPE de ce territoire, mais également à nos petites intercommunalités qui sont souvent victimes et qui sont les premières victimes de toutes ces attaques qu'on appelle des ransomware. Et le deuxième axe de travail, c'est que nous avons des compétences dans ce domaine-là dans nos entreprises régionales et il est question, bien entendu, d'accompagner le développement de cette filière. Et dans la présentation que vous a fait David tout à l'heure sur les Jeux Olympiques, par exemple, eh bien, on a des entreprises de notre territoire qui ont été retenues, en particulier par le ministère de l'Intérieur, pour assurer certaines parties d'accompagnement de la protection. Mais il y a d'autres sujets. On a fait avec le club Sud Drone de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 2 ans maintenant. Voilà, on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt. Vous savez que Marseille sera le lieu d'organisation des épreuves de voile et par conséquent, les Jeux Olympiques et l'organisation des Jeux Olympiques a la nécessité de protéger le plan d'eau. Et on avait monté un projet où des entreprises se sont regroupées pour faire cette démonstration de comment on peut protéger un plan d'eau avec des outils plus modernes que des filets anti-sous-marins, mais avec des outils souvent liés à la cyber, avec des drones qui soient marins, sous-marins, aériens et voire même terrestres. Et tout ça nous a amené par la suite à travailler sur une nouvelle feuille de route que l'on normalement présentera au mois de juin sur l'intelligence artificielle, et je dirais les intelligences artificielles qui sont devenues un sujet majeur et qui auront une action majeure dans ces outils de cyberdéfense. Parce qu'aujourd'hui, ont émergé de manière visible pour le grand public les sujets sur l'intelligence artificielle, entre autres au travers des intelligences artificielles génératives. Et tout le monde parle et explique que ChatGPT devrait faire en sorte qu'on détruise l'ensemble de nos emplois, que demain ce soit les machines qui décident de tout, que les humains soient des victimes. Alors oui, dans une simulation d'attaque aérienne de l'armée américaine, il y a un F-16 qui s'est retourné contre eux. Mais comme la dernière décision est une décision humaine et doit le rester, eh bien, l'attaque n'a pas abouti. Voilà, donc l'intelligence artificielle, sur l'idée de remplacer définitivement l'intelligence humaine et notre intelligence collective, à titre personnel, j'y crois pas une seule seconde, parce que pour l'instant, et dans les années qui viennent, je ne vois pas d'évolution dans ce domaine. Les intelligences artificielles ne sont pas capables de sentiment, et à partir de là, elles ne pourront jamais avoir la réaction exacte humaine qu'on peut attendre des humains qui sont à la barre et à la décision. Voilà.
tout ça, mon cher Christophe, fait que je suis très heureux d'être avec vous ce matin dans ce salon qui a été inauguré hier par notre collègue vice-présidente de la région, Véronique Boré, qui représentait le président Muselier. Et bon, j'ai fait que la moitié du tour, mais je vais finir. Et je suis très heureux de voir que dans ce salon, on retrouve des acteurs majeurs dont on a besoin, qui sont nécessaires sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle à un chef d'entreprise, d'une TPE ou d'une PME de cyberattaque, la première réponse est de nous dire « ça ne me concerne pas ». Et c'est ça l'erreur de base, c'est-à-dire que les cibles prioritaires des attaques cyber, ce sont les petites et très petites entreprises et les petites intercommunalités, parce que ce sont les plus faciles à rançonner, avec les conséquences que l'on connaît. Une PME qui est attaquée a une espérance de vie de 3 ans. Voilà. Qu'elle ait payé sa rançon ou pas, c'est comme ça, ce sont les mesures qui sont faites. Alors sur ce territoire, on a la chance d'avoir des représentants de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques qui nous aident beaucoup, qui financent d'ailleurs une partie de notre développement de ce centre urgence cyber, dans lequel on va monter en puissance à la fois sur l'accompagnement et sur des propositions, parce qu'il va falloir que très vite on puisse proposer aux entreprises, au-delà de l'information, des outils élémentaires pour faire par exemple des autodiagnostics pour savoir où on en est, telle ou telle entreprise ou telle structure vis-à-vis de potentielles attaques cyber qui sont le mal d'aujourd'hui. Et vous le voyez, je vois que nous avons des militaires avec nous et eux savent que, depuis longtemps d'ailleurs, que c'est un sujet extrêmement grave et important, et vous en entendez parler tous les jours dans nos informations, que ce soit au sujet des élections aux États-Unis ou demain au sujet des élections européennes sur notre territoire européen, mais également sur tout ce qui circule comme information plus ou moins erronée sur ce qui se passe par exemple aujourd'hui avec l'Ukraine. Voilà, donc tout ça fait que c'est un impératif. Il faut que nos entreprises soient mobilisées. Il est impératif pour la structure comme le Conseil régional de pouvoir accompagner et proposer ces solutions, parce que demain, c'est une question de survie de notre économie pour certaines d'entre elles. Les plus grands groupes, alors vous avez tous entendu dans les infos parler des attaques sur les hôpitaux où on est obligé de revenir à une gestion de l'hôpital et des soins papier, ce que ne savent plus faire nos médecins et nos équipes, et qui est légitime puisqu'on a en principe les outils pour le faire. Mais malheureusement, il faut qu'on soit d'une extrême vigilance. Les difficultés cyber aujourd'hui sont essentiellement liées à des erreurs humaines. Donc c'est que la formation aura un rôle majeur à jouer dans ce domaine. Puis je crois, David vous l'a dit, les grands événements que nous organisons font de plus en plus appel à ces besoins. Alors tu as parlé des Jeux Olympiques qui arrivent à cet été 2024, puis derrière nos Jeux d'hiver pour 2030. Mais en parallèle, sur le territoire régional, on aura cette année l'arrivée du Tour de France à Nice pendant 3 jours. Et là aussi, je peux vous dire que les sujets de sécurité sont extrêmement prégnants. Mais comme tu l'as dit, ne serait-ce que la visite du pape nous a démontré qu'on savait faire les choses, qu'on savait les organiser. Et je pense que, y compris dans le domaine cyber, on devrait être capable de continuer à aller de l'avant. Et je vous souhaite, pour finir, de passer un très bon salon et d'y trouver ce que vous êtes venus y chercher. Et puis, je voudrais remercier les entreprises de la région qui travaillent et avancent sur ce sujet, parce que c'est grâce à elles que demain, notre économie pourra continuer à se développer en protection de ceux qui nous veulent du mal. Voilà, Christophe, encore merci de nous avoir donné cette parole et je vous souhaite une belle journée.